Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Cherif La Télévision. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Saria Bleu qui a pour but le fonctionnement des administrations, la dissuasion des malfaiteurs, l'organisation et le fonctionnement des institutions de la République, le développement économique, social et culturel du pays. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau M. Alidji Sidi Touré, directeur des impôts du district de Bamako, sur le thème la problématique du redressement fiscal au Mali. Le développement dans quelques instants avec notre invité, M. Alidji Sidi Touré, le directeur des impôts du district de Bamako. Les notions comme la fraude fiscale et le redressement fiscal seront développées dans cette émission. Merci encore d'avoir choisi Cherif La Télévision pour vous imprégner des réalités de la société, du fonctionnement des administrations et des institutions de la République. Nous remercions M. le directeur pour son déplacement. Directeur, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation sur l'émission Saria Bleu. Merci M. Sontoura. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir aujourd'hui en qualité du directeur des impôts de Bamako, DID. Merci encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation, M. le directeur. Merci M. Sontoura pour l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui de m'adresser aux contribuables du district de Bamako en général et particulièrement à ceux relevant des centres des impôts districts. Comme vous avez bien constaté, c'est le directeur des impôts du district de Bamako, M. Alidji Sidi Touré, qui va nous développer la problématique aujourd'hui des redressements fiscaux au Mali. Nous voulons d'abord savoir qu'est-ce qu'est de l'impôt, monsieur le directeur. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire ceci aux contribuables. Face à la pandémie du Covid, le gouvernement a envisagé un plan de riposte qui comporte des mesures financières, économiques, fiscales et surtout des mesures sanitaires. Je vais dire quelques mots par rapport aux mesures fiscales et aux mesures sanitaires ensuite. Donc, au niveau des mesures fiscales, le gouvernement a effectivement modifié la date limite de paiement de certains impôts. C'est ainsi que, pour ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices, les patentes professionnelles, la date limite initialement prévue au 30 avril a été ramenée au 31 mai pour permettre aux contribuables impactés par le Covid vraiment de souscrire aux obligations fiscales. Le gouvernement effectivement a envisagé également des remises d'impôts au cas par cas pour les entreprises impactées. Il s'agit des agents de voyage, des compagnies de transport. En plus de ces mesures, le gouvernement a décidé de renoncer aux produits de certains impôts comme la contribution forfaitaire et la taxe logement. Donc les contribuables sont invités à déclarer mais à ne pas payer ces impôts la période allant du 1er avril au 31 décembre. J'invite les contribuables à observer également les mesures sanitaires édictées. Il s'agit effectivement de se laver les mains régulièrement au savon, d'utiliser le gel hydroalcoolique, de respecter la distanciation et aussi et surtout de porter le masque. En observant ces mesures, j'en suis sûr, nous allons arriver au bout de cette pandémie. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ces rappels. Nous voulons comprendre effectivement dans le développement du thème sur le redressement fiscal, l'impôt d'abord. Donc, l'impôt, c'est une prestation pécuniaire perçue par voie d'autorité à titre définitif, sans contrepartie directe et destinée à couvrir les charges publiques. Ça veut dire quoi? En fait, c'est un prélèvement en argent opéré sur les revenus des personnes vivant sur le territoire ou des entreprises qui ont un intérêt. Ce prélèvement, c'est sans contrepartie directe et visible et destiné à permettre à l'État de financer le fonctionnement des institutions, à financer la création des écoles, des routes, c'est-à-dire les biens, tout ce qui concerne
qui relèvent vraiment de la collectivité. Et aussi et surtout, faire des dépenses dans le cadre de la sécurité des biens et des personnes. Donc, c'est ça l'impôt. L'impôt. Pour comprendre, encore mieux comprendre l'impôt, il serait bon d'expliquer les différents types d'impôts. Oui, quels en sont? La classification la plus connue, c'est les impôts directs et les impôts indirects. Qu'est-ce qu'il faut entendre par impôt direct? L'impôt direct est celui qui est acquitté directement par le citoyen, par le contribuable. Celui qui supporte la sortie d'argent, celui le redevable réel et celui le redevable légal. Ça veut dire quoi? En cas de non-paiement, c'est à lui qu'on va appliquer les sanctions. En cas de non-paiement, c'est lui qu'on doit rechercher pour le paiement. Et s'il y a des fermetures à faire, c'est son établissement qui sera fermé. Par contre, l'impôt indirect, c'est l'impôt qui est acquitté par l'intermédiaire d'un tiers. C'est-à-dire, le redevable légal, celui que l'État reconnaît, ce n'est pas le contribuable, mais c'est le commerçant ou l'opérateur qui a vendu. C'est le cas généralement de la TVA, c'est-à-dire l'impôt sur la consommation ou la dépense. Donc, le redevable réel, c'est le contribuable qui supporte la sortie, mais le redevable légal, c'est le commerçant qui, en fin de mois, est chargé de collecter et de reverser à l'État. En cas de non-paiement, ce n'est pas le contribuable qui est recherché, mais celui qui doit collecter, l'opérateur économique. Donc c'est un impôt incolore, indolore, qui est payé sans qu'on ne s'en rende pas compte. Voilà. Vous pouvez nous donner un exemple? C'est l'exemple de la TVA. Quand vous allez au marché faire un achat, on vous donne la facture, vous avez l'impression que ce bien vous a coûté 50 000, mais quand vous lisez dans le détail, vous verrez que parmi les éléments du prix d'achat, il y a effectivement un impôt. C'est le cas des factures d'électricité. Quand vous payez l'électricité, il y a toujours une TVA, il y a des impôts, mais dans votre esprit, vous avez l'impression que c'est le prix global, alors que ça contient l'impôt. C'est un impôt qu'on ne sent pas, qu'on paye sans le sentir. C'est ça, l'impôt indirect. Indirect. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Et merci. Pour rentrer dans le développement de notre sujet, effectivement, le redressement fiscal, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que le redressement fiscal ou la rectification fiscale? D'accord. Merci, M. Suntura. Le système fiscal malien, c'est un système déclaratif. Ça veut dire que c'est le contribuable qui fournit à l'administration les éléments permettant d'assurer son imposition. Donc, le contribuable bénéficie de ce qu'on appelle la présomption de bonne foi. Pour que l'impôt ne soit pas une cotisation, l'administration se donne le droit, à un moment donné, de contrôler. Et le redressement, c'est toute action par laquelle l'administration, pour une période ou une opération donnée, rectifie les éléments qui ont été déclarés ou auraient dû être déclarés par le contribuable et qui se traduit soit par une diminution, une augmentation immédiate ou différée de l'impôt exigible. Ça veut dire quoi? C'est le fait pour l'administration de s'assurer que les déclarations déposées par les sont sincères et exactes. Si effectivement l'administration se rend compte qu'effectivement il y a eu des omissions, des inexactitudes et des incohérences, l'administration procède à des redressements. Le redressement, c'est effectivement les conséquences financières d'un contrôle. Ces conséquences sont consignées dans un document et qu'on envoie au contribuable. Maintenant, pour mieux comprendre la logique du redressement fiscal, il serait bon d'expliquer les différentes formes de contrôle. Oui. Il y a plusieurs formes de contrôle. Il y a d'abord le contrôle formel. C'est un contrôle de la qualité formelle des déclarations. Quand les déclarations sont déposées, on procède à un contrôle formel. On s'assure effectivement que les lignes sont respectées. Si le contribuable a bien compris l'architecture de la déclaration, on vérifie, on contrôle la qualité formelle en vue de faciliter le traitement informatique. Ce contrôle ne débouche pas sur un changement des montants. Il n'y a pas de redressement. Donc, ce contrôle est fait par les gens des impôts au bureau. Il y a ce qu'on appelle le contrôle sur pièce. C'est-à-dire c'est l'ensemble des opérations qui sont effectuées au niveau du bureau. C'est fait à l'insu du contribuable. Il n'est pas au courant. Donc, on essaie de comparer sa déclaration aux autres éléments contenus dans son dossier ou avec des renseignements recueillis sur celui-ci. Donc, si on se rend compte effectivement des incohérences,
ont-ils les conséquences fiscales? On consigne sur un papier qu'on appelle redressement fiscal. Il y a un terme ou notification, proposition de rectification qu'on envoie au contribuable. Il y a une troisième forme de contrôle qui est encore plus pointue, c'est ce qu'on appelle la vérification de comptabilité. C'est l'ensemble des opérations effectuées sur place, c'est-à-dire dans l'entreprise, et ces opérations ont pour but de faire un contrôle de cohérence et de voir les incohérences, les insuffisances en vue effectivement de faire des redressements. La procédure est la suivante. En cas de contrôle sur pièce de vérification, la procédure utilisée, c'est la procédure de redressement contradictoire. Ça veut dire qu'il y a un dialogue qui est instauré entre le citoyen et l'agent. Tout s'est fait, c'est-à-dire tout est porté à sa connaissance. Donc, il y a un dialogue contradictoire. Maintenant, les conséquences sont consignées dans un document qu'on appelle proposition de redressement ou proposition de rectification, c'est la même chose. Pour le contrôle sur pièce, l'article 615 qui dit que l'administration notifie au contribuable une proposition de rectification. Cette proposition doit être motivée en fait et en droit, de nature à permettre au contribuable d'apporter son acceptation ou de former ses observations. Il a un délai de 20 jours. En cas de vérification également, après avoir effectivement procédé à la vérification, les conséquences financières sont portées à la connaissance du contribuable à travers aussi une proposition de rectification. Mais là, la vérification est encore réglementée. Avant d'aboutir à la vérification, il y a des étapes préliminaires qui sont extrêmement importantes. La vérification commence par d'abord un programme de vérification. Un programme de vérification. Et comment ce programme est établi? Ce programme est conçu de façon collégiale. C'est-à-dire qu'il y a les vérificateurs, il y a les chefs de centre et ses agents. Donc, il y a ce qu'on appelle, on dégage des facteurs, des critères, des facteurs de risque. Par exemple, un contribuable qui déclare un déficit chronique, chaque année c'est des déficits successifs, il est éligible. Un contribuable qui a opéré pendant plus de 3 ans et qui n'a jamais été vérifié, on va vérifier. Un contribuable qui fait des chiffres d'affaires mais qui ne déclare pas de TVA conséquentes ou bien les TVA sont faibles, on va vérifier. Donc, ça veut des critères, c'est en fonction des critères de risque. Une fois que ce programme est arrêté, le programme est mis en exécution. Donc, on impute le dossier au vérificateur. Le vérificateur fait le travail, il prépare, il met en état le dossier au bureau et il envoie ce qu'on appelle un avis de passage ou un avis de vérification. C'est extrêmement important. Cet avis contient des mentions qui garantissent les droits du contribuable. Cet avis informe le contribuable la date, l'heure de passage, et à cet avis est annexé ce qu'on appelle la charte du contribuable vérifié. C'est un document qui reprend l'ensemble des droits et les obligations du contribuable. Parmi les droits du contribuable, on lui rappelle expressément le fait qu'il a le droit de se faire assister par le conseil de son choix. C'est extrêmement important. Et quand on l'envoie effectivement une notification, on doit obligatoirement motiver en fait et en droit. On lui accorde un délai de réponse, même si la vérification aboutit sur une absence de redressement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément, on est obligé d'envoyer un document pour lui dire bon, on a vérifié et la vérification s'est soldée par une absence de redressement pour que ces droits soient garantis. Voici les différentes formes de contrôle. D'accord, merci beaucoup, monsieur le directeur. Et nous voulons savoir dans tout ça, l'administration fiscale dispose combien de temps pour procéder au redressement fiscal? Le droit de contrôle de l'administration n'est pas indéfini dans le temps. Donc, c'est limité. C'est ce qu'on appelle droit de reprise ou délai de prescription. C'est la période pendant laquelle l'administration a la possibilité de modifier les éléments déclarés qui auraient dû être déclarés par le contribuable. C'est-à-dire, c'est la période pendant la cours de laquelle l'administration modifie les omissions, les insuffisances constatées en matière d'assiette ou de recouvrement des impôts, droits et taxes. Si les choses ne sont pas faites normalement, l'administration procède à la rectification. Mais ça se fait dans un délai. Ce délai varie en fonction du type d'impôt. Par exemple, quand on prend les impôts directs, en matière d'assiette, calcul de l'impôt, le délai de prescription est de 3 ans. C'est-à-dire l'administration a le droit de réparer les erreurs, les omissions jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la réalisation des revenus. Si vous prenez par exemple le cas de l'impôt sur les bénéfices,
Donc si les bénéfices, c'est-à-dire l'administration, jusqu'au 31 décembre 2020, l'administration peut réparer les erreurs et les omissions contenues dans les états financiers de 2019, 2018 et 2017. C'est-à-dire on peut revenir, on ne peut pas aller au-delà de ces 3 ans. Ça, c'est en matière d'assiette. En matière de recouvrement, c'est-à-dire les omissions et les erreurs constatées dans le recouvrement. Par exemple, si l'administration a abandonné les recouvrements, donc l'administration a un délai de 4 ans. Si dans les 4 années qui suivent, l'édition de l'avis de recouvrement ou le dernier acte de poursuite, l'administration ne peut plus mettre en recouvrement. Ça, c'est en matière d'impôt direct. En matière d'impôt indirect, prenons le cas de la TVA. En matière d'assiette, calcul de l'impôt, c'est le délai aussi de 3 ans. L'administration a un délai de 3 ans à partir de l'exigibilité ou du fait générateur de la TVA pour effectivement réparer les omissions et les constater. Ça veut dire que l'administration a jusqu'au 31 décembre 2020 la possibilité de revenir sur les opérations réalisées entre le 1er janvier 2017 et au 31 décembre 2019. Ça, c'est en matière d'assiette. En matière de recouvrement impôt indirect, c'est le délai aussi de 4 ans. Si dans ce délai de 4 ans, l'administration omet de réclamer, de poursuivre le recouvrement d'un impôt, c'est prescrit, l'administration ne peut plus revenir là-dessus. C'est fini. C'est fini. C'est définitif. C'est définitif. Au-delà de 4 ans. En matière de recouvrement. En matière de recouvrement, c'est... En matière de calcul de l'impôt, c'est 3 ans. Passé ces délais, l'administration ne peut plus revenir. Sur la dernière année, par exemple, si on prend en matière d'assiette de l'impôt direct, l'administration ne peut contrôler jusqu'au 31 décembre 2020 pour contrôler les opérations réalisées entre le 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Mais à partir du 1er janvier 2021, l'administration ne peut plus vérifier 2017. 2017 est prescrit. Donc, les 3 autres années-là, c'est les 3 années suivantes. Merci beaucoup pour ces détails, monsieur le directeur. Ce que nous voulons maintenant savoir, c'est la procédure. Comment s'effectue effectivement la procédure de redressement fiscal? Est-ce que c'est seulement l'administration fiscale ou que la justice aussi peut intervenir en cas de redressement? Effectivement, j'ai anticipé sur les procédures. Comme je l'ai dit, il y a 3 formes de contrôle. Il y a le contrôle formel qui consiste à vérifier la qualité formelle. Il y a le contrôle sur pièce, c'est l'ensemble des travaux effectués au bureau par l'agent des impôts. Une fois les déclarations sont déposées, les agents des impôts ont le droit de les soumettre à contrôle. C'est un contrôle qui se fait au bureau à l'insu du contribuable. Ce contrôle consiste à faire rapprocher la déclaration et les éléments contenus dans le dossier et rapprocher les déclarations à des informations que nous avons pu obtenir sur le contribuable. Si effectivement on constate des incohérences, des émissions, des irrégularités, effectivement, on écrit au contribuable ce qu'on appelle proposition de redressement ou notification de redressement. Ça, c'est suite à un contrôle sur pièce. Quand on écrit, on porte à sa connaissance les conséquences financières, on lui accorde un délai de 20 jours pour qu'il fasse ses observations. Si, au-delà des 20 jours, il répond, on analyse les éléments de réponse. S'il y a une cohérence et que ça permet vraiment d'abandonner, on abandonne. Si ça ne permet pas, on l'écrit encore pour lui faire connaître notre position en argumentant toujours, en motivant en fait un droit pour qu'il puisse comprendre. Ça, c'est le contrôle sur pièce. Il y a la vérification de comptabilité. C'est un contrôle aussi qui se fait dans les locaux de l'entreprise. L'administration se déplace pour aller dans les locaux. Ça suppose l'envoi d'un avis de vérification. Ça suppose l'envoi de la charte de contrôle vérifié avec la mention suivant laquelle que le contribuable a la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix. Il peut décider, c'est son choix, que la vérification se déroule soit dans son entreprise ou dans les bureaux de son conseil. Ça peut se faire. Il a ses choix. Il a le choix. En tout cas, c'est... Maintenant, une fois qu'on tire les conséquences sont portées à travers un document qu'on appelle notification de redressement ou proposition de redressement qu'on envoie au contribuable. C'est ça, c'est-à-dire le redressement, c'est la modification des éléments déclarés ou qui auraient été déclarés par le contribuable. Ce redressement aboutit à des conséquences financières qui sont portées à sa connaissance, c'est-à-dire ça aboutit à un paiement supplémentaire d'impôts.
Très bien. Merci. Mais est-ce que dans cette procédure, effectivement, l'administration fiscale peut passer au-delà de toutes ces procédures internes, d'aller à la justice? C'est-à-dire saisir la justice sur les mêmes dossiers? C'est en cas d'application de certaines sanctions. Par exemple, l'article 265 dit que le défaut de paiement de l'impôt synthétique, je prends le cas, est sanctionné par une amende égale à 25% du montant de l'impôt non payé, par la fermeture des locaux et éventuellement par la saisie du matériel. En cas de fermeture des locaux, c'est des scellés qu'on porte, c'est du papier qu'on colle. En cas de bris de scellé, l'agent fait ce qu'on appelle un procès verbal et applique une amende de 100 000. En cas de récidive, en ce moment, c'est les dispositions du code pénal qui s'appliquent. La sanction encourue, c'est entre 50 000 et 200 000 d'amende et c'est entre 1 et 5 ans de prison. Donc on bascule de la sanction fiscale, on va vers la sanction pénale. Maintenant, nos redressements, c'est-à-dire le redressement dont on fait allusion, en cas de contestation, le contribuable fait ce qu'on appelle une réclamation contentieuse. C'est un recours administratif interne. Il saisit le directeur des impôts districts. Si le montant de la réclamation ne dépasse pas 10 millions, si ça dépasse 10 millions, il saisit toujours le directeur, mais qui donne un avis de premier niveau. Et il envoie au directeur général, qui a son seuil, qui se prononce aussi, si c'est dans son seuil de compétence, si ça dépasse son seuil, il donne un avis, il envoie au ministre des Finances pour plus de décision. Maintenant, si le contribuable, à l'issue de toutes ces procédures, n'est pas satisfait, il peut effectivement intenter un recours judiciaire, aller au niveau des tribunaux pour contester le redressement. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Comme le temps ne nous reste pas beaucoup, et nous voulons savoir les deux notions, comme nous avons bien précisé dans l'introduction de l'émission. Il s'agit effectivement de la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Effectivement, les sanctions issues de ces fraudes. D'abord, la fraude fiscale, c'est le fait pour un contribuable de se soustraire ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l'assiette ou au paiement total ou partiel de l'impôt, soit en dissimulant des revenus ou en s'abstenant de déclarer. Donc, alors que l'évasion fiscale, c'est le fait pour un contribuable d'utiliser les défaillances et les failles du système pour payer moins d'impôts. Il s'agit d'utiliser des moyens sophistiqués pour éviter, pour contourner le système. Comme les êtres humains, les lois, effectivement, naissent, vivent, meurent, parce que les lois sont promulguées, publiées. Donc, donc avec le développement des activités économiques, l'évolution, il y a des dispositions qui deviennent obsolètes. Le temps de les changer, il y a des gens qui étudient le système et qui trouvent des failles pour effectivement faire des économies. Ce n'est pas illégal, mais justement ça entraîne une perte de recettes. L'évasion fiscale peut être assimilée aussi à l'ensemble des montants, des recettes perdues par le trésor du fait de l'application de ces pratiques. Les sanctions, on allait le dire. Les sanctions appliquées sont les mêmes sanctions en cas de... Les sanctions courantes, en cas de redressement. Les sanctions varient en fonction de la nature de l'impôt, en fonction de la procédure utilisée, en fonction du comportement du contribuable. Si on parle du cas des impôts directs, et particulièrement le cas de l'impôt sur les bénéfices, c'est l'article 67 qui dit que si le chiffre d'affaires ou le bénéfice déclaré est inférieur au bénéfice ou au chiffre d'affaires réellement dû, l'impôt dû à l'issue de ce contrôle est sanctionné par une amende de 25%. Article 67 dit libre de procédure. Cette amende peut aller jusqu'à 50% compte tenu de la nature de l'infraction si la bonne foi du contribuable ne peut être admise. En cas de TVA, c'est l'article 120 qui dit que toute inexactitude et insuffisance constatée en matière de déclaration de TVA est sanctionnée par une amende égale à 50% du montant. Et cette amende peut être portée à 100% s'il y a mauvaise foi ou bien manœuvre frauduleuse. En matière d'impôt synthétique, c'est l'article 265 qui dit que le défaut de paiement de l'impôt synthétique ou la minoration des chiffres déclarés, ces deux comportements, toutes les insuffisances sont sanctionnées par une amende égale à 25% du montant, la fermeture des locaux ou éventuellement la saisie des
des outils de travail. Le contrôle se fait par les agents des impôts. Merci beaucoup. Yes. Et, monsieur le directeur, le temps est épuisé, mais quelles sont les difficultés majeures à rencontrer dans l'exercice de votre mission quotidienne, en quelques mots? Les difficultés rencontrées avec nos partenaires, c'est généralement l'incivisme, le fait de vouloir soustraire au paiement de l'impôt. Il y a le défaut et l'absence de comptabilité. Ce n'est pas de gaieté de cœur, effectivement, qu'on applique les pénalités. Nous voulons être une administration moderne au service du contribuable. Nous voulons privilégier la sensibilisation, l'accompagnement, l'appui au détriment de la répression. Mais c'est les textes qui prévoient l'application des pénalités. Une autre difficulté, c'est que généralement, quand on donne un délai pour déclarer et payer un impôt, les contribuables viennent en réalité en nombre, ils viennent en majorité la dernière minute. Ça crée des encombrements, des embouteillages au niveau de nos guichets et ça joue sur la qualité des services que nous offrons et c'est une difficulté que nous avons. Il y a également les conséquences de cette pandémie qui font qu'on est obligé de souvent réglementer l'accueil et tout ça c'est des difficultés. Merci beaucoup et pour ces détails. Enfin, et quel message lancez-vous à l'endroit de ces contribuables pour l'effectivité de l'article 23 de la Constitution du Mali? Le message que j'ai lancé aux contribuables, c'est de leur dire que nous sommes des partenaires, ils sont notre raison d'être. Aucun pays ne peut se développer sans le paiement des impôts. Donc, je les invite une fois de plus au respect des mesures sanitaires. Je les invite à plus de civisme fiscal, parce que pour être considéré comme bon citoyen, il faut être en harmonie avec la constitution de son pays, avec les lois de son pays. C'est l'article 23 de la Constitution qui dit que tout citoyen doit œuvrer pour le bien-être commun. Il doit remplir ses obligations civiques et notamment payer ses activités de contribution fiscale. La question du paiement de l'impôt est une question fondamentale dans la vie d'une nation. Nous sommes des partenaires et nous sommes disposés à les accompagner. Et chaque fois qu'ils ont besoin de nous de venir, nous sommes disponibles. Ils ont des droits et des devoirs. Ils ont le droit d'être traités avec respect et courtoisie. Ils bénéficient de la présomption de bonne foi. Ils ont le droit à des explications. Chaque fois qu'on les envoie des courriers, il faut qu'on explique en fait en droit. Ils ont le droit de se faire assister par le conseil de leur choix. Ils ont le droit d'être effectivement édifiés, éclaircis par rapport à tout ce qu'ils demandent. Donc, nous, ce que l'on leur demande par rapport, c'est le respect des obligations. Les obligations, c'est quoi? C'est de faire les déclarations d'existence quand ils commencent leurs activités. C'est de tenir les comptabilités, c'est de respecter les délais de déclaration et d'informer l'administration en cas de changement de situation et de communiquer à l'administration toutes les informations utiles pour permettre d'assurer une bonne imposition. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci, monsieur Soutra. Et nous vous remercions encore pour les déplacements effectués pour traiter effectivement ces thèmes sur la problématique de redressement fiscal au Mali. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur Soutra. Et vivement la prochaine. Merci, merci. Chers téléspectateurs de Chérif la Télévision, nous vous remercions infiniment d'avoir suivi cet entretien avec le directeur des impôts du district de Bamako, monsieur Alidji Sidi Touré. Prochainement, Inch'Allah, la version Bamananka avec l'un des chefs de centre d'impôts du district de Bamako pour l'effectivité de l'article 23 de la Constitution du Mali qui dispose que tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun, il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s'acquitter de ses contributions fiscales. Nous avons droit à l'éducation, nous avons droit à la santé, nous avons droit à la sécurité. Pour l'effectivité de l'ensemble de ces droits, nous devons contribuer de manière directe ou indirecte, comme a dit le directeur. Nous vous remercions d'avoir suivi cet entretien prochainement avec l'un des centres d'impôts du district de Bamako. Merci.